Salut à tous. Mayday, Mayday. Vous connaissez cette expression utilisée dans le monde entier lorsqu'un appareil est en détresse. Il s'agit de la transformation anglophone de la phrase française « Venez m'aider ». Mayday, c'est aussi votre série documentaire. Nous sommes le 27 novembre 1987 lorsqu'un Boeing 747 de la South African Airlines s'abîme dans l'océan Indien. Au moment où il a disparu des écrans radars, un incendie s'est déclenché à bord. Une grande opération de sauvetage est lancée pour retrouver l'épave et déjà des questions et des polémiques. Le transport d'armes illégales est-il à l'origine du crash? Voici Mayday tout de suite sur Direct 8. La fumée envahit un Boeing 747 à destination de l'Afrique du Sud. Un incendie s'est déclaré dans la soute à bagages. Mais il n'est pas question d'atterrir, car l'avion survole l'océan Indien. Beaucoup de Sud-Africains ont dû se demander ce que cet avion transportait. Les passagers suffoquent sous l'effet des gaz toxiques. Est-ce une urgence totale? Affirmatif, c'est Charlie, Charlie. Il n'y a qu'une façon de dissiper la fumée. L'équipage devra effectuer une manœuvre rarement utilisée et extrêmement dangereuse. Ouvrez les portes. Ouvrir les portes en plein vol. Les pilotes poussent les moteurs de leur avion en flammes. Ils doivent coûte que coûte éviter un amérissage forcé. Le 27 novembre 1987, un Boeing 747 de South African Airways décolle de Taïwan pour rentrer en Afrique du Sud. Tout va bien? Oui, commandant. Vous prenez les commandes? Oui, merci. Au bout de 9 heures de vol, l'équipage principal retourne au poste de pilotage pour permettre à l'équipage de relève de se reposer à son tour. Le Boeing survole l'océan Indien. Les pilotes se préparent à faire escale à l'île Maurice. Valérie Lotring vient de passer ses premières vacances à l'étranger en compagnie de son mari Corey, qui était en voyage d'affaires. Mon père faisait un voyage d'affaires et ma mère en avait profité pour prendre des vacances en sa compagnie. Il était allé dans l'Est pour y étudier la technologie du cellulaire, qui commençait à s'implanter en Afrique du Sud. L'avion est un 747 modifié. Son surnom est le Combi, un diminutif de combinaison. C'est un avion de passagers doublé d'un avion cargo conçu pour transporter une charge flexible de fret et de passagers. Le Combi a une immense zone de cargaison à l'étage inférieur, tout comme les autres 747. Mais il en possède une autre, derrière la dernière rangée de sièges de classe économique, et son poste de pilotage est situé à un niveau plus élevé que celui de la cabine des passagers. On pouvait charger entre 6 et 12 palettes dans cette soute et ajuster la cloison en fonction du nombre de passagers en cabine. C'était une combinaison très pratique, très utile. Le vol 295 transporte 159 personnes en plus de 6 grosses palettes de fret. Le Helderberg, un des 747 combis de South African Airways, est un membre vital de la flotte. Il est particulièrement utile durant les vols prolongés. À l'époque de l'apartheid, les avions comme le Combi étaient d'un grand secours à South African Airways, parce qu'elle devait contourner le continent africain et rejoindre ses destinations européennes en survolant l'Atlantique. Afin de contester le racisme du gouvernement blanc de l'Afrique du Sud, la plupart des États africains noirs refusaient de permettre à ces avions de survoler leur territoire, ce qui prolongeait les voyages des passagers de South African Airways. D'énormes sanctions étaient imposées à l'Afrique du Sud, des sanctions politiques, économiques et culturelles. Ce pays n'était pas bien considéré par les nations respectables du monde. Moins d'une heure avant l'escale du vol 295 à l'île Maurice, le signal d'un détecteur de fumée retentit dans le poste de pilotage. C'est celui de la zone de cargaison située derrière les sièges des passagers.
Lorsque l'équipage de cabine entre dans le compartiment, le feu fait déjà rage. C'est terrible. Vous voulez un autre extincteur? Oui, c'est urgent. Lis la liste de vérification d'incendie. Durant les alertes incendie, l'équipage d'un avion doit suivre une liste de vérification normalisée pour éteindre le brasier. Le disjoncteur a sauté. Vérifions le panneau. L'incendie dévore le câblage électrique du combi, provoquant de nombreux courts-circuits. Asseyez-vous tous dans la section avant. Mais il y a un problème plus pressant. Les passagers commencent à suffoquer. Interrupteur robinet d'isolement des conduits ouvert. Interrupteur van groupe, tous ouverts. Interrupteur ventilateur de recirculation fermé. Selon la liste de vérification d'incendie, les pilotes doivent atterrir à l'aéroport le plus proche. Mais il est situé sur l'île Maurice, à 300 km de distance. Pratiquement impuissant, le commandant Ace envoie un des membres de l'équipage technique aider les agents de bord à maîtriser le feu. Donnez-moi un autre extincteur. Le commandant Ace amorce la descente d'urgence. Puis, il entre en contact avec l'aéroport de l'île Maurice qui maintient des relations cordiales avec l'Afrique du Sud. Il est près de 4 heures du matin lorsque le contrôle aérien de l'île Maurice reçoit l'appel de détresse. Île Maurice, ici Springbok 295. Springbox 295, ici l'île Maurice. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, nous subissons un dégagement de fumée et nous amorçons une descente d'urgence au niveau de vol 140. Confirmez votre intention de descendre au niveau 140. Oui, la descente est déjà amorcée à cause d'un grave dégagement de fumée. Est-ce une urgence totale? Affirmatif, c'est Charlie. Le commandant Ace reste calme, mais il sait qu'il doit trouver un moyen d'évacuer la fumée qui envahit rapidement son avion. En se consumant, le mystérieux chargement de la zone de cargaison répand une épaisse fumée toxique dans la cabine des passagers, qui risquent tous d'y rester. Quelle est votre position actuelle? Pouvez-vous répéter? Votre position actuelle? Le commandant Ace perd progressivement le contrôle de nombreux instruments de vol indispensables. Nous avons perdu une bonne partie des systèmes électriques. Très peu de systèmes sont encore fonctionnels. Ace ne connaît même pas sa position exacte. Tandis que l'aéroport se prépare à un atterrissage d'urgence, l'équipage du Heidelberg suit les instructions d'une nouvelle liste de vérification afin de dissiper la fumée toxique. Interrupteur ventilateur supplémentaire fermé. Interrupteur ventilateur de recirculation ouvert. État de la fumée? Je vérifie l'étage inférieur. Les pilotes reçoivent de mauvaises nouvelles de la cabine. La fumée s'épaissit. La situation s'aggrave. On ne peut plus respirer. L'avion descendra bientôt à une altitude de 4500 mètres. Et la liste de vérification suggère une manœuvre d'urgence que peu de pilotes ont eu l'occasion d'exécuter. Il faut ouvrir les portes. Je répète, ouvrez les portes. En ouvrant les portes du combi en plein vol, l'équipage espère dissiper l'épais nuage de fumée qui risque de tuer tous les passagers avant même l'atterrissage forcé. La cabine du vol 295, un combi de South African Airways, est envahie par la fumée. Il n'y a qu'une façon de sauver les passagers des gaz toxiques. Changement du niveau de vol de 150 à 140. De 150 à 140. De 150 à 140. Le commandant amorce une descente d'urgence jusqu'à 4500 mètres pour permettre l'ouverture des portes de l'avion. À 4500 mètres, les passagers pourront respirer l'air extérieur. Et à cette altitude, la différence de pression d'air entre l'extérieur et l'intérieur de la cabine permettra une évacuation rapide mais sécurisée de l'air enfumé. À présent, le commandant doit ralentir la vitesse indiquée à 370 km/h ou 200 nœuds. Si le combi vole plus vite, l'équipage ne pourra pas ouvrir les portes. Ici le commandant Ace. Nous allons ouvrir 2 des portes d'entrée pour évacuer la fumée. Pas d'affolement, tout ira mieux lorsque nous aurons effectué la manœuvre. Il suffit d'entrouvrir une de ces portes pour créer un énorme flux d'air à travers la cabine d'un avion.
Plaisance, ici Springbok 295. Nous avons ouvert les portes de l'avion. Ça devrait bientôt aller. Regardez ça! Fermez cette foutue porte. Joe, termine la manœuvre et dépêche-toi de fermer la porte de ton côté. La fumée envahit à présent le poste de pilotage qui ne dispose d'aucune porte pour l'évacuer. La température est de 22,2 degrés et le QNH de 1,018 hectopascal. Je répète, 1,018. Le contrôleur aérien donne au commandant de bord toute l'information dont il aura besoin pour effectuer un atterrissage forcé. 1018, compris. Affirmatif, les deux pistes sont disponibles. Vous pouvez choisir. Vol 295, ici Plaisance. Nous nous dirigeons vers la piste 13. Piste 1-3, confirmé. Charlie, Charlie. Affirmatif, vous avez l'autorisation de voler directement à Foxtrot. Donnez le signal à 50. Le commandant Ace n'a qu'un espoir, atteindre l'île Maurice avant le crash de son avion. L'aéroport est à 265 km. Le Helderberg continue son parcours extrême. Vol 295, ici Plaisance. À 4h08, un des appels du contrôleur aérien demeure sans réponse. Springboks 295, ici Plaisance. Springboks 295, ici Plaisance. Sans la moindre nouvelle du vol 295 depuis 36 minutes, le contrôleur aérien de l'île Maurice déclare officiellement une situation d'urgence. Et l'alerte est donnée aux équipes de recherche et sauvetage. Plusieurs appareils décollent de l'aéroport pour scruter les eaux noires à la recherche du combi disparu. Mais en vain. À l'aéroport de Johannesburg, les porte-paroles de South African Airways annoncent simplement que le vol 295 a été retardé. Nous étions à quelques jours de nos vacances familiales annuelles. En les attendant à l'aéroport, nous étions tous très excités à l'idée de passer 3 semaines avec nos parents. Je crois que ça a été encore pire de passer de cet état d'euphorie qui nous avait envahis durant l'attente à l'effondrement absolu qui a suivi l'annonce de la disparition de leur avion. Le lendemain après-midi, un avion de sauvetage survole les premiers débris flottants de l'épave. René Van Zyl, le patron du bureau de sécurité aérienne de l'Afrique du Sud, est affecté à l'enquête. Durant leur carrière, la plupart des enquêteurs analysent un accident majeur tous les 20 ans. Par conséquent, celui-là nous a tous bouleversés et mis sur un pied d'alerte. Les sauveteurs retrouvent 8 corps près des débris. Vers 14 heures, on a appris qu'ils avaient découvert des débris et une nappe de carburant. Cette nouvelle nous a confirmé l'accident du combi. Le plus étonnant, c'est que le soir avant le vol, mes parents avaient rédigé leur testament, réglé leurs assurances vie et mis en ordre tous leurs papiers avant de partir. Ce qui était surprenant, c'est que mon père avait fait d'amis proches de la famille nos gardiens, nos parrains et marraines, et on allait vivre avec eux. L'Afrique du Sud tout entière est rapidement obsédée par les causes du crash. Mais au début, les enquêteurs disposent de très peu d'éléments de preuve. À peine quelques débris flottent à la surface de l'eau. Parmi ces débris, l'équipe de René Van Zyl découvre 3 montres bracelets. Ces montres donnent l'heure approximative du crash. Ces montres étaient en fait dans les bagages. Après les avoir récupérées, nous avons remarqué qu'une d'elles était arrêtée. Les 2 autres fonctionnaient. Et ces 2 dernières étaient à l'heure exacte de Taïwan. Grâce à celle qui était arrêtée, nous avons pu établir assez précisément l'heure du crash de l'avion.
Le moment de l'impact se situe 3 minutes seulement après le dernier contact radio avec l'appareil. La fin du Helderberg a été soudaine et dramatique. Pour la presse et l'opinion publique, cela renforce l'idée qu'une cause sordide l'a amené à s'écraser. Dans les années ayant précédé l'accident, les agences de South African Airways ont été la cible d'hostilités dans le monde entier. À cette époque, South African Airways était la compagnie aérienne du pouvoir. Elle appartenait au gouvernement. C'était le transporteur national, mais il était clairement perçu comme un organe du gouvernement sud-africain. Une rumeur courait à propos de l'écrasement de cet avion. En fait, de nombreuses personnes croyaient que des inconnus avaient dissimulé une bombe dans la cargaison. Selon ces théories, l'Afrique du Sud, ou à tout le moins un avion de South African Airways, aurait été ciblé par des terroristes décidés à nuire aux intérêts de ce pays. Des spécialistes étudient les rares débris de l'épave à la recherche des signes indicateurs d'une explosion, un trou d'impact, des corrosions de surface ou des marques d'éclaboussure. Ces dernières surviennent lorsque les fragments chauffés à blanc d'un explosif détonnant frappent et font fondre les alliages légers de la structure d'un aéronef. Mais les experts ne découvrent pas la moindre trace. Et en écoutant les enregistrements de la tour de contrôle, René Van Zyl comprend que les pilotes étaient sur le point de maîtriser la situation. Nous allons ouvrir 2 des portes d'entrée pour évacuer la fumée. Tout ira mieux lorsque nous aurons effectué la manœuvre. Il y a eu par exemple des rumeurs de bombes atomiques. Mais une explosion n'aurait pas incendié l'avion, elle l'aurait désintégré. Nous ne retrouvions pas ce schéma dans ce cas-là. Cet avion a volé ensuite pendant 22 minutes. Ça sort de l'ordinaire. Ce n'était pas une explosion qui l'avait détruit. Les enquêteurs sont médusés. Ils ne connaissent toujours pas la cause de l'incendie et ne savent pas comment il a pu provoquer la destruction du combi. La prochaine étape était d'essayer de récupérer les 2 boîtes noires et aussi un maximum de débris d'avion, dans l'espoir de comprendre pourquoi le combi s'était écrasé en mer. Malheureusement, l'enquêteur ne connaît pas l'emplacement exact de l'épave sous-marine. Elle aurait pu sombrer très loin des débris flottants. Pressé par le temps, il sollicite l'aide des États-Unis. Un remorqueur de sauvetage américain reçoit le mandat de retrouver l'épave et de récupérer les 2 enregistreurs. Les boîtes noires sont toutes 2 dotées d'émetteurs de localisation ou bouées acoustiques actives et leurs piles ne dureront pas éternellement. La pression venait du fait que les bouées acoustiques des 2 enregistreurs de bord transmettaient un signal, mais qu'elles le feraient pendant 30 jours seulement. Si on ne les récupérait pas avant ce délai, elles cesseraient d'émettre leur signal, et on perdrait tout espoir de récupérer quoi que ce soit. Lorsque tout l'équipement nécessaire est enfin acheminé jusqu'à l'océan Indien, il ne reste que 7 jours avant l'épuisement des piles. Entre-temps, une équipe médicale effectue les analyses sanguines des dépouilles humaines découvertes près des débris flottants. Les trachées de tous ces cadavres sont enduites de suie, et les médecins découvrent ensuite qu'au moins 2 des passagers ont été asphyxiés par la fumée. Les enquêteurs font face à une réalité troublante. Pendant que les pilotes tentaient désespérément d'atterrir, certains de leurs passagers étaient déjà morts. Tout en cherchant les 2 boîtes noires, les enquêteurs continuent à étudier les débris flottants de l'épave. Parmi les centaines d'articles récupérés, une raquette de tennis en graphite à demi fondue retient leur attention. Car le graphite ne brûle qu'à des températures de plus de 600 degrés. Cette raquette fondue leur apprend qu'un violent incendie a fait rage à bord du Helderberg. Elle explique également pourquoi un des extincteurs avant de l'avion, encore chargé à fond, a été récupéré avec d'autres débris flottants. Puis les enquêteurs remarquent un lambeau fondu de filets de fret sur la surface externe de l'extincteur. Ils découvrent que l'appareil provient de la cabine des passagers et supposent qu'un des membres d'équipage a dû l'arracher de la cloison pour l'emporter dans la zone de cargaison incendiée.
Un extincteur chargé à fond dans un avion détruit à cause d'un incendie est la preuve qu'il n'a pas pu être utilisé. Probablement parce que le membre d'équipage n'a pas pu s'approcher assez près du feu. Et la présence de métal fondu sur cet extincteur témoigne elle aussi de l'intensité de l'incendie. Avant cet accident et durant les 20 ans d'histoire du 747 Combi, personne n'a jamais péri victime du feu ou de fumée. Quand on a appris l'incendie à bord du Helderberg, c'était une première pour un avion gros porteur. C'était nouveau. Et comme c'était nouveau, on pensait vraiment qu'une telle chose ne pouvait pas arriver. Qu'est-ce qui a bien pu causer un tel brasier à bord du Helderberg? Était-ce un câblage électrique défectueux ou l'incendie s'est-il déclaré dans la cargaison? Au départ, l'enquête s'est bien sûr concentrée sur la nature de la cargaison. Il était évident que le feu s'était déclaré dans la soute arrière de la cabine passager. Alors il était logique de regarder ce qu'indiquaient les bordereaux de transport. Les enquêteurs découvrent que le vol 295 transportait 6 palettes de fret. Grâce aux bordereaux de transport, l'équipe de Van Zyl détermine que le combi avait embarqué 47 tonnes de cargaison et bagages. Il découvre également que durant l'escale de Taïwan, un douanier a effectué une inspection non planifiée d'une partie de la cargaison, sans y trouver le moindre article douteux. Coûte que coûte, Rennie Van Zyl doit retrouver le reste du combi et récupérer les 2 boîtes noires. Mais 30 jours après le crash en mer, son équipe d'enquête doit affronter la réalité. Elle n'a toujours pas localisé le signal des enregistreurs et ne connaît pas la position exacte de l'appareil englouti. Jusqu'ici, les recherches ont coûté $1,5 million et livré très peu d'informations utiles. Le crash du Helderberg risque fort de taxer les capacités et la résolution de Rennie Van Zyl. L'enquête est au point mort. Van Zyl n'a pas réussi à isoler les causes de l'incendie ni même à retrouver l'épave du Helderberg. Si elle continue ses recherches, l'équipe dépensera plusieurs millions supplémentaires, même si les chances de succès sont de plus en plus réduites. Il ne s'agissait pas de n'importe quel avion, mais d'un Boeing 747, l'appareil le plus imposant de l'aviation commerciale. Et c'était un des 747 de la Compagnie nationale de l'Afrique du Sud. Les centaines de milliers de personnes qui volaient à bord des 747 à l'époque attendaient des réponses. Elles voulaient savoir si l'avion était sûr, ou bien s'il souffrait de défauts de structure et de conception. L'enjeu était de taille pour nous et aussi pour M. Van Zyl, l'enquêteur en chef mandaté par South African Airways. Le gouvernement d'Afrique du Sud aurait certainement pu dire que l'eau était profonde et le lieu de l'accident trop loin de l'île Maurice et décider de ne pas enquêter sur l'accident. Loin sous la surface de l'océan Indien, l'épave du Helderberg reste introuvable. La responsabilité de décider si on dépensera d'autres millions pour récupérer l'épave du combi de South African Airways revient à Rennie Van Zyl. Près de 2 mois après l'amérissage fatal du Helderberg dans l'océan Indien, on ne connaît même pas la position exacte de l'épave. Rennie Van Zyl décide malgré tout de récupérer un maximum de débris. Sinon, on ne connaîtra jamais la vérité. Au cours de cette unique enquête, ils ont dépensé une somme qui suffirait à financer toutes nos enquêtes pendant 6 mois aux États-Unis. Avant de récupérer l'épave, les enquêteurs doivent d'abord la localiser. Elle gît quelque part dans les grandes profondeurs. 61 jours après l'accident du vol 295, Van Zyl reçoit enfin des nouvelles encourageantes d'un membre de son équipe. Des sonars sophistiqués ont détecté la présence d'un objet massif sur un plateau sous-marin, à 4400 mètres de profondeur. Il pourrait s'agir du Helderberg. On m'a présenté une feuille de papier couverte de points noirs de différentes tailles, en disant « Voilà votre épave ». Naturellement, je leur ai demandé « Qu'est-ce qui vous dit que c'est bien l'épave d'un 747 ? C'est peut-être un sous-marin coulé durant la Deuxième Guerre mondiale, ou quelque chose du genre. » Ils m'ont répondu « Rennie, c'est lui, tu peux nous croire, c'est ton avion. »
Mais on n'a jamais rien récupéré en eau aussi profonde, y compris le Titanic. Van Zyl n'a pas le choix. Pour authentifier les signaux sonars, il devra lancer l'étape la plus coûteuse de l'enquête, l'opération Resolve. Un scooter sous-marin télécommandé, le Gemini, sera expédié au fond de l'océan pour filmer l'épave. S'il s'agit bien du Helderberg, le Gemini cherchera à en dépister les éléments clés, dont les 2 boîtes noires. Mais le scooter sous-marin devra être relié à son navire d'attache par un câble à fibre optique flexible de près de 7 km de long. Aucun câble de cette taille n'a jamais été produit. Il nous fallait un câble de plus de 6000 mètres de long. Naturellement, cela n'existait pas et il nous a fallu joindre un fabricant de câbles qui l'a conçu, puis manufacturer en fonction de nos besoins. Mais avant que le câble à fibre optique ne soit complètement assemblé, René Van Zyl lancera une enquête indépendante chargée d'évaluer le niveau de résistance aux incendies de l'avion disparu. Il découvrira bientôt que le design du combi a peut-être causé sa perte. L'équipe d'enquête veut savoir si la mort des passagers du vol 295 de South African Airways peut être imputée à un défaut structural de l'appareil. La fumée n'aurait pas dû envahir la cabine du combi. L'enquêteur en chef de l'équipe américaine, Barry Strauch, se rend au bureau principal de Boeing dans la ville de Seattle afin de vérifier les épreuves d'attestation du combi en prévention d'incendie. Strauch apprend que conformément aux règlements fédéraux, la résistance au feu du Boeing avait été éprouvée par l'embrasement d'un ballot de feuilles de tabac à son bord. Durant l'épreuve, un technicien était entré dans la zone de cargaison pour éteindre l'incendie. Mais la fumée n'avait pas envahi la cabine des passagers. Elle ne s'était pas propagée et le feu avait été rapidement éteint. On parle ici de la mise à l'épreuve qui a conduit à l'attestation du Boeing. Durant l'accident du vol 295, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Il ne s'agissait pas d'un incendie contenu, accompagné d'un peu de fumée immédiatement repoussée au plafond par des ventilateurs. Dans leur zone de cargaison, il y avait des palettes de fret. L'incendie a pu grossir considérablement avant de dégager beaucoup de fumée. Les emballages de plastique du fret ont alimenté le feu, tout comme le carton et les matières d'emballage dont les palettes étaient remplies. En théorie, le design du combi devrait empêcher la fumée de pénétrer dans la cabine de l'avion, puisque la pression de l'air y est légèrement plus élevée que celle de la zone de cargaison. Dès l'ouverture de la porte séparant les 2 sections, l'air de la cabine devrait donc envahir la zone de cargaison en éloignant le danger des passagers. Mais les enquêteurs décident de mettre le design à l'épreuve. Ils mettent donc feu à une grosse palette de fret soigneusement emballée afin de reproduire les conditions à bord du Helderberg. Le brasier est beaucoup plus intense et la température plus brûlante que lors de l'épreuve d'attestation de Boeing. Les enquêteurs découvrent ensuite qu'une flamme plus intense a un énorme impact sur l'air de la zone de cargaison, car lorsqu'on ouvre la porte de communication, la fumée envahit la cabine des passagers. Durant ces essais, Boeing s'est servi de feuilles et de ballots de tabac. Mais l'incendie du vol 295 était très différent, car le feu généré durant l'épreuve d'attestation des combis avait surtout produit une bonne quantité de fumée. Durant l'incendie, une intense chaleur devait régner dans la zone de cargaison. Cette chaleur a sûrement élevé la pression de l'air, éliminant du même coup la différence de pression entre la zone de cargaison et la cabine des passagers. Mais cette différence de pression devait garder la fumée du côté de la cargaison. En son absence, elle envahit la cabine, accompagnée de gaz toxiques comme le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. Puis les enquêteurs font une découverte encore plus accablante. Tandis que la cabine des passagers s'emplissait de fumée, une liste de vérification chargeait l'équipage technique de remettre les ventilateurs de recirculation de l'avion en marche. Cette manœuvre était calculée pour dissiper la fumée de la cabine après l'extinction de l'incendie. Interrupteur de ventilateur de recirculation ouvert. Dans le cas du vol 295, la remise en marche des ventilateurs a peut-être causé la mort des passagers. Ces ventilateurs aspirent l'air flottant au-dessus du plafond de la cabine et dans la zone de cargaison pour le recycler dans la section des passagers. Les niveaux de monoxyde de carbone étaient extrêmement élevés, je dirais même mortellement élevés. On a retrouvé un corps qui occupait le siège installé juste en dessous de l'ouverture d'aspiration d'un ventilateur de recirculation. La teneur de son sang en monoxyde de carbone était d'environ 66%. Personne n'aurait pu y survivre.
En suivant la liste de vérification, les pilotes ont peut-être soufflé des gaz toxiques dans la cabine des passagers. En fait, la plupart des passagers ont probablement été asphyxiés avant l'écrasement en mer. Aucune des listes de vérification du 747 Combi ne prévoyait les problèmes spécifiques du Helderberg au cours de son dernier vol. Une zone de cargaison incendiée et une cabine de passagers enfumée. La liste de vérification d'évacuation de la fumée tient pour acquis que l'incendie est déjà éteint. Dans de telles circonstances, la descente à 4200 mètres et l'ouverture des portes d'entrée sont des manœuvres appropriées. Elles permettent de sortir la fumée de la cabine et fournissent un air respirable aux passagers incommodés. Mais si l'incendie n'a pas été éteint, l'ouverture des portes alimentera le feu en faisant circuler de l'air frais et en augmentant sa provision d'oxygène. À notre avis, c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Le feu n'a jamais été éteint et tous les efforts déployés par l'équipage pour régler le problème ont probablement fait que la situation a empiré. Les enquêteurs se rendent compte que l'extinction d'un incendie dans la zone de cargaison d'un combi est une tâche bien plus difficile qu'on ne l'aurait cru. En ce qui concerne l'embrasement d'une des palettes de fret, je crois que l'équipage n'en aurait pas été conscient avant qu'il ne soit trop tard. Et la cabine s'est tout de suite remplie de fumée. René Van Zyl ne sait toujours pas ce qui a pu déclencher un incendie aussi violent. Comment le brasier s'est-il allumé et pourquoi l'avion a-t-il ensuite péri en mer? Les réponses à ces questions reposent au fond de l'océan Indien. Mais les travaux préliminaires dureront plusieurs mois. L'équipe de récupération a besoin d'un câble à fibre optique suffisamment long pour permettre au Gemini d'atteindre la profondeur requise. Nous devions faire avec notre submersible. Il était prévu pour descendre à 2000 mètres. Nous avons dû le modifier pour atteindre plus de 6000 mètres. L'équipe de Roy Truman doit renforcer les parois du submersible afin qu'il résiste à l'énorme pression qui l'attend et adapter les caméras aux grandes profondeurs. Le 23 septembre 1988, le Gemini commence sa descente historique. Nous hésitions à dire que tout allait marcher car nous n'avions pas eu le temps de tester en mer toutes ces modifications. Le câble permet aux techniciens à la surface de diriger le Gemini par 4400 mètres de profondeur. Il transmet aussi des images de ces remarquables fonds marins. Pour la première fois, des scientifiques contemplent des images enregistrées dans les profondeurs de l'océan Indien. Les biologistes de la vie marine sont fascinés par la découverte de nouvelles espèces uniques au monde. Certaines des choses que nous avons vues sur le plancher océanique étaient vraiment incroyables. Exactement un an après son crash en mer, on retrouve enfin le Helderberg. D'une profondeur de 4400 mètres, le scooter sous-marin renvoie des images incontestables. Il s'agit bien de la carcasse du combi de South African Airways. Il y avait des tas de bagages éparpillés sur le fond de l'océan. Des structures massives, les ailes, la queue, d'énormes sections déchirées de la cabine dont on voyait les entrailles, le câblage, le circuit hydraulique. C'était incroyable de voir tous les éléments d'un énorme appareil dispersés sur une zone de 8 à 10 km². C'était vraiment incroyable. Le coûteux pari de Van Zyl semble porter ses fruits. La descente vers l'épave représente un véritable triomphe pour lui et son équipe. Mais il ne suffit pas de retrouver quelques débris. Un an après l'accident fatal, l'enquêteur en chef espère encore mettre la main sur le précieux CVR, l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Un des principaux objectifs de l'opération Resolve était la récupération du CVR. Nous tenions vraiment à savoir si l'équipage de cabine avait rapporté une explosion au commandant de bord et si on lui avait clairement expliqué la situation à l'arrière. Les membres de l'équipe de récupération filment le fond marin pendant des centaines d'heures. Leur tâche est éreintante. Imaginez-vous sur un terrain de football avec une lampe de poche qui illumine une surface d'environ 1/10 de mètre carré. Il fait nuit et vous cherchez la boucle d'oreille qu'un des joueurs a perdue durant le match. Ça correspond à peu près à nos recherches sur le plancher océanique. Puis, un matin vers 9 h, une image attire l'attention d'un des techniciens. Reviens en arrière. Il y a peut-être quelque chose.
On vient enfin de découvrir la boîte noire. La voilà. Oui, c'est bien elle. Mon Dieu, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée. Ça a été un moment très gratifiant. Nos recherches étaient fructueuses, nous avions enfin atteint notre but. Le Gemini peine durant 5 heures pour ramener la boîte noire du fond de l'océan. Mais pourra-t-elle répondre aux questions de Rennie Van Zyl? On a enfin retrouvé la boîte noire du Helderberg et les médias de l'Afrique du Sud exploitent immédiatement cette information vitale. Nous sommes en 1989 et les partisans de l'apartheid gouvernent encore l'Afrique du Sud d'une main de fer. Rennie Van Zyl prend une décision inhabituelle. Il transporte la boîte noire scellée à Washington où il l'ouvrira devant témoins. Sinon, on m'aurait accusé d'avoir tenté d'étouffer l'affaire ou d'avoir omis certains éléments. Mon équipe a donc écouté l'enregistrement avec les représentants de la FAA et du NTSB en même temps et pour la première fois. La tension monte dans la salle d'enquête. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage devrait dévoiler les 30 dernières minutes du vol 295, c'est-à-dire le moment où l'équipage de cabine combattait l'incendie. Mais l'enregistrement est décevant. Après avoir passé 1 an sur le plancher océanique, il est à peu près inintelligible. J'ai passé le pire moment de ma vie dans une salle d'écoute aménagée dans les locaux du NTSB. Je voyais le temps passer, mais l'enregistrement ne signalait aucun problème. Je n'arrêtais pas de fixer l'horloge. Au bout de 25 minutes d'écoute, je suis devenu extrêmement anxieux. Pendant 28 minutes, la bande audio ne dévoile rien d'important. Puis, la situation se transforme. Tout de suite après, la sonnerie d'alerte du CVR s'est déclenchée. Et on a pu entendre environ 1 minute d'informations pertinentes avant la fin de l'enregistrement. En temps normal, la boîte noire enregistre les derniers moments d'un vol. Mais le vol 295 fait exception. Cette fois, les enquêteurs entendent plutôt le début de la catastrophe, avant que l'enregistrement ne prenne mystérieusement fin. Rennie Van Zyl espérait en apprendre davantage. Néanmoins, il a obtenu des informations cruciales à propos de l'incendie. 14 secondes après le signal d'alerte, les disjoncteurs de l'avion se sont mis à sauter. Le disjoncteur a sauté. Vérifions le panneau des disjoncteurs. Les enquêteurs estiment que 80 circuits ont sans doute été mis hors service. Les fils électriques de la boîte noire ont été détruits 81 secondes après le déclenchement de l'alarme. Van Zyl n'a pas obtenu les preuves qu'il espérait. Mais il a appris que l'incendie était bien plus violent qu'on ne l'avait cru. L'enregistrement du CVR laisse beaucoup de questions en suspens, mais permet à Van Zyl de tirer ses propres conclusions quant aux causes de l'accident. Le poste de pilotage a dû subir de nombreuses défaillances simultanées. Nous croyons maintenant que les pilotes ont observé 90 disjoncteurs sauter presque en même temps et qu'ils ont eu beaucoup de mal à maîtriser leur avion. Il est également possible qu'il ait déjà commencé sa descente progressive vers l'océan à ce moment-là. Je doute fort qu'ils aient gardé la maîtrise du combi. Je me suis imaginé aux commandes de l'avion durant cet accident. À mon avis, j'aurais été terrifié. Il faut prendre une décision rapide et l'exécuter instantanément. On ne saura jamais s'ils ont bien suivi la liste de vérification. Mais les enquêteurs ignorent encore la cause de l'incendie mortel du Helderberg. Pour éclaircir le mystère, ils devront récupérer le reste de l'avion détruit. On a compris ce qu'il fallait faire. Ratisser le plancher océanique et remonter le maximum de débris à la surface. Puis, Van Zyl se concentre sur certains éléments clés de la zone de cargaison du combi. On les transporte dans un hangar où ils sont ensuite assemblés comme un gigantesque casse-tête. L'équipe d'enquête veut reconstruire la section où l'incendie s'est probablement déclaré. Mais elle découvre avec stupéfaction que le plancher de la zone de fret n'a jamais été touché par l'incendie.
Nous avons compris que le feu était toujours resté à 1 mètre au-dessus du plancher. Pourtant, au début de la zone de fret, les parois et le plafond ont clairement été incendiés. Van Zyl fait alors une nouvelle découverte. L'incendie a pris naissance dans la palette avant à droite. Il s'agissait donc d'un incendie étonnamment circonscrit, à l'intérieur d'une seule palette de fret. La palette avant, à droite, contenait surtout des ordinateurs protégés par des emballages de polystyrène. Les enquêteurs soupçonnent qu'un incendie déclenché dans la palette est entré en contact avec l'emballage de polystyrène, produisant des gaz qui se sont ensuite accumulés sous le plafond. Dès que les gaz ont été assez chauds, ils ont provoqué un feu à inflammation instantanée qui s'est rapidement propagé dans toute la zone de fret. Au moment où la fumée a pénétré les feuilles d'emballage, l'incendie devait dégager une chaleur extrême. Même si les matières d'emballage ont aidé à propager l'incendie, Van Zyl ignore toujours son origine. Au bout d'1 an et demi et après avoir dépensé des millions de dollars, il doit mettre fin à son enquête. Je me serais senti bien mieux si nous avions été en meilleure position. C'est-à-dire si nous avions pu donner plus d'informations probantes au Conseil. Mais nous n'en avions pas et nous n'allions certainement pas en fabriquer. Mais la tragédie du vol 295 ne tombe pas dans l'oubli. De sombres rumeurs commencent à circuler au sujet de la cause de l'incendie. Il ne faut pas oublier la toile de fond de ce terrible accident, un régime d'apartheid particulièrement répressif. À l'époque, beaucoup de gens avaient des doutes. De nombreux Sud-Africains ont dû se demander ce que cet avion transportait. Y avait-il un objet susceptible de provoquer un violent incendie dans la zone de fret? Parce que la plupart des avions ne s'enflamment pas en plein vol pour s'écraser quelques minutes plus tard. À son tour, un chimiste employé par le gouvernement sud-africain fait une découverte étonnante qui suscitera une théorie controversée. Il s'agit d'une particule de fer microscopique accrochée au filet de nylon trouvé près de la palette incendiée. Et elle présente un profil unique. Les marques laissées sur le métal fondu au contact de l'air indiquent qu'il a été projeté à une très grande vitesse. Cette découverte peut invalider la théorie selon laquelle l'emballage de polystyrène serait à l'origine de l'incendie. C'était un incendie de type très différent, qui semblait posséder sa propre source d'oxygène. Imaginez ces bougies magiques, qui sont indépendantes en matière de carburant et d'oxygène. Nous croyons qu'un matériau de ce genre a déclenché l'incendie du combi. Un spécialiste britannique des incendies et des explosions examine ensuite le revêtement extérieur de l'avion, juste au-dessus de la palette incendiée. Il découvre un autre élément de preuve en faveur de la nouvelle théorie. Au cours du vol, le revêtement extérieur du combi a atteint une température maximale de 300 degrés. Il est très difficile de brûler le fuselage d'un avion en plein vol, à cause de l'effet extraordinairement frigorifique de l'écoulement d'air sur son revêtement extérieur. David Klatzoff est l'un des nombreux experts qui doutent encore de l'origine de l'incendie fatal. Des substances qu'on ne transporte normalement pas à bord d'un avion et surtout pas d'un avion de passagers devaient être à bord. À mon avis, il ne s'agissait aucunement de matières d'emballage traditionnelles comme le bois, le carton ou le plastique. Il s'agissait plutôt de matériaux inhabituels, qui ont leur propre source d'oxygène et sont capables de produire un feu à inflammation instantanée et qu'on ne transporte donc pas à bord d'un avion. D'abord parce qu'ils sont généralement instables et ensuite parce qu'ils résistent aux méthodes éprouvées d'extinction d'incendie. Quel élément aurait pu déclencher un incendie aussi destructeur? D'après le manifeste de cargaison, les seules matières dangereuses à bord du combi étaient les batteries des ordinateurs. Mais certains croient que le Helderberg transportait des marchandises clandestines. À l'époque, l'Afrique du Sud était sous le coup d'un embargo international sur les armes et en guerre contre l'Angola. L'Afrique du Sud n'était pas autosuffisante. Et lorsqu'elle devait importer des produits d'un autre pays, elle utilisait parfois South African Airways comme transporteur de fret. Le gouvernement utilisait aussi sa ligne aérienne commerciale pour transporter secrètement des substances illégales. Elle était sous sa protection et personne ne posait de questions. Ce n'était pas si facile pour eux d'affréter des vols quasi militaires vers différents pays pour se procurer des armes de contrebande. N'oubliez pas qu'il existait alors un embargo sur les ventes d'armes à l'Afrique du Sud. Les médias alimentent les soupçons en suggérant que le gouvernement sud-africain utilisait des avions de passagers pour importer secrètement des armes.
À l'époque, la société Armscor était le fournisseur d'armes et de munitions de l'Afrique du Sud. Le gouvernement avait besoin, entre autres, d'un meilleur système de roquettes, ou plutôt d'un système plus efficace pour contrer la force de frappe aérienne de l'Angola. Et les systèmes de roquettes de ce type utilisaient le perchlorate d'ammonium comme agent propulsif principal. À mon avis, c'est ce que le Heidelberg transportait ce jour-là. Mais ce n'est pas le genre de composé qu'on aime voir dans l'avion qu'on prend, car il est très instable. Les vibrations et les secousses violentes sont susceptibles de provoquer son auto-inflammation. L'enquête officielle sur le crash du vol 295 ne conclut pas que le combi transportait des armes illégales. Mais les rumeurs persistent et plus de 10 ans après l'accident, les théories de conspiration forceront un nouveau gouvernement sud-africain à rouvrir l'enquête. L'accident du Heidelberg avait prouvé que le 747 combi était trop vulnérable en cas d'incendie à bord. South African Airways avait réagi en mettant ses combis hors service. Peu de temps après, les autorités américaines en prennent note. La FAA a étudié la situation et émis de nouvelles directives. Mais compte tenu du poids ajouté et des difficultés posées par les nouvelles mesures, le combi a perdu une bonne partie de sa rentabilité. Les combis ont cessé de voler peu de temps après l'accident du vol 295. On a rendu hommage aux 159 victimes et on leur a même érigé des monuments commémoratifs. Mais de nombreuses familles n'ont jamais oublié la tragédie. J'ai besoin de savoir pourquoi j'ai perdu mes 2 parents à l'âge de 14 ans. Je sais que rien n'a été prouvé, mais bien des éléments indiquent que tout n'était pas net à bord de cet avion. À mon avis, il transportait probablement des marchandises clandestines. 10 ans après l'accident, le nouveau gouvernement de l'Afrique du Sud forme une commission chargée de reprendre l'enquête. La commission Vérité était avant tout chargée de dévoiler les atrocités de l'apartheid au grand jour, mais elle devait aussi examiner le rôle joué par South African Airways dans le contournement des sanctions internationales et établir si l'écrasement du Heidelberg n'était vraiment qu'un épouvantable accident. En 1998, la commission Vérité et Réconciliation en arrive à une conclusion controversée. Elle déclare que le contenu du manifeste de cargaison n'aurait pas pu provoquer l'incendie. La commission Vérité a suggéré que le crash était le résultat d'un incident suspect. La commission Vérité et Réconciliation a exposé les failles de la version du gouvernement précédent au sujet de l'accident. Si aucun élément de la cargaison n'a causé l'incendie, comment s'est-il déclenché? Et dans le cas contraire, qui a entreposé le colis mortel dans la zone de fret? Malheureusement, à moins qu'une personne ne se présente pour dire « Oui, je suis responsable de cet accident » ou bien « Nous sommes les responsables » et qu'on puisse prouver qu'il ne s'agit pas d'un canular, on ne connaîtra jamais les causes du crash. On ne saura pas ce qui est vraiment arrivé et on ne saura pas non plus ce qui a provoqué l'incendie initial. Une dénonciation est maintenant notre seule chance de connaître la vérité. Dans son rapport final, la commission suggère que le bureau du procureur général continue d'enquêter sur l'accident. Étonnamment, cela ne s'est jamais produit. Le gouvernement du Congrès national africain n'a jamais poursuivi l'enquête. Nous devons tous nous demander pourquoi. À mon avis, la réponse est simple. Beaucoup de gens croient que cela coûterait trop cher. Ils ne veulent pas rouvrir l'enquête parce que les conséquences financières seraient désastreuses pour la compagnie. Pendant des années, Rennie Van Zyl a tenté de résoudre le mystère de l'accident du Heidelberg. Même s'il n'a jamais réussi à découvrir le véritable déclencheur de l'incendie, il est satisfait de son enquête. À mon avis, notre équipe a fait de son mieux dans des conditions et des circonstances extrêmement difficiles. Ce que nous avons fait n'avait jamais été fait auparavant. C'était un travail de pionnier.
Mais nous sommes doublement frustrés de ne pas avoir découvert la source d'ignition et de savoir que nous ne la connaîtrons probablement jamais. Je crois aussi qu'ils justifient leurs actes par l'état de guerre où notre pays se trouvait à l'époque. Ils étaient persuadés d'agir dans l'intérêt de leur pays. Mais à présent, ils devraient avoir du cœur, songer aux familles en deuil et dire la vérité. Bring out that information.